Imaginez un peu la situation. On arrive en Israël, on a une société à l'étranger et on profite pendant 10 ans d'avantages fiscaux absolument incroyables. C'est le rêve, hein, on est raccord. Mais la question c'est, que se passe-t-il le premier jour de la 11e année? Parce que ce rêve, il pourrait très vite se transformer en véritable cauchemar fiscal. On va décortiquer ça ensemble. Pour beaucoup de nouveaux immigrants, cette période de 10 ans, c'est un peu l'âge d'or. Une exonération quasi totale sur les revenus qui viennent de l'étranger, c'est une sorte de bulle de protection qui permet de développer ses affaires à l'international depuis Israël avec une tranquillité d'esprit en apparence totale. Sauf que, et c'est vraiment là que tout se joue, cette tranquillité, elle est trompeuse. C'est un leurre. Parce que derrière cette façade de sérénité, il y a une véritable bombe à retardement fiscal. Et elle est programmée pour exploser juste après le 10e anniversaire de l'ALIA. Bon, alors rentrons un peu dans le détail de cette âge d'or fiscal. C'est vrai, c'est une protection solide, mais comme n'importe quel bouclier, il a ses limites, ses failles. Il faut bien comprendre ce qu'il couvre et surtout ce qu'il ne couvre pas. Pendant cette fameuse décennie, la plupart des revenus passifs de sources étrangères sont bien exonérés. On parle des dividendes, des plus-values sur des titres, des revenus locatifs à l'étranger, tout ça c'est OK. Mais, il y a un mais énorme. Si le travail, la création de valeur active est fait physiquement depuis le sol israélien, même si c'est pour des clients à l'étranger, ce revenu-là, il est imposable en Israël dès le premier jour. C'est la première fissure et elle est de taille. Et nous voilà au cœur du sujet. Au bout des 10 ans, ce fameux bouclier fiscal, il tombe. Il disparaît. Et là, le statut fiscal change du tout au tout. Les règles du jeu ne sont plus du tout, mais alors plus du tout les mêmes. Le changement de paradigme est radical. Pendant 10 ans, l'administration fiscale s'intéressait à la nature des revenus. D'où vient l'argent? Est-ce que c'est passif? Est-ce que c'est actif? Simple. Mais après ces 10 ans, son attention se déplace complètement. Elle ne regarde plus seulement les revenus, mais la structure même de la société. La question n'est plus juste combien ça rapporte, mais comment et d'où est-ce que c'est piloté? Et c'est là qu'entre en scène une doctrine fiscale redoutable, celle de la société gérée et contrôlée. Le principe est d'une simplicité brutale. Peu importe que la société soit immatriculée à Malte, à Dubaï ou ailleurs. Si son centre de commandement, son cerveau, se trouve en Israël, alors aux yeux du fisc israélien, c'est une société israélienne. Point final. Alors, comment le fisc détermine ça? Il se transforme en véritable détective. Il va mettre de côté les papiers officiels, l'immatriculation, pour aller chercher la substance, la réalité de l'entreprise. Et pour ça, il se pose une seule question, mais elle est cruciale. Où se trouve le vrai cerveau de la boîte? Première question qu'ils vont poser, la personne qui tire les ficelles, le dirigeant principal, où est-ce qu'il vit et travaille au jour le jour? Si la réponse est « en Israël », c'est un premier indice majeur. Deuxième question, les décisions qui comptent vraiment, les décisions stratégiques, les investissements, les embauches clés, la fixation des prix. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que c'est décidé dans un vrai siège à l'étranger ou est-ce que ça part d'un appel Zoom depuis un bureau à Tel Aviv? Et enfin, la gouvernance. Les procès-verbaux peuvent bien dire que le conseil d'administration s'est tenu à Londres. Mais si en réalité tout le monde s'est retrouvé de manière informelle dans un café en Israël pour tout décider à l'avance, c'est cette réalité terrain qui va primer sur le papier. Le résultat est donc assez simple et sans appel. Si toutes les réponses à ces questions pointent vers Israël, que ce soit un bureau à Rana ou un appartement à Jérusalem, la conclusion du fisc sera la suivante. La société étrangère est requalifiée en résidente fiscale israélienne, avec toutes les conséquences désastreuses que ça implique. Alors, qui est dans le viseur? Qui sont les cibles privilégiées de cette doctrine? Il y a principalement 3 types de sociétés et pour chacune, les risques financiers sont potentiellement dévastateurs. D'abord, la holding patrimoniale. Si elle est gérée depuis Israël, c'est une catastrophe, imposition à 23% sur tous ses revenus mondiaux. Ensuite, la société de services. Là, la menace est encore plus violente. Si le fisc juge que le bénéfice est trop élevé, l'excédent peut être requalifié en dividende et taxé jusqu'à 50%, même s'il n'est pas distribué. Et enfin, la société opérationnelle, elle, risque de se voir imposer la création d'un établissement stable, ce qui la soumet de fait à l'impôt israélien. Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas de petits ajustements fiscaux. On parle de passer potentiellement d'une quasi-exonération à un impôt sur les sociétés de 23% ou même à une taxation de 50% dans le pire des scénarios. L'impact sur la trésorerie est tout simplement colossal. Bon, face à une menace pareille, une chose est sûre, la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Attendre et espérer passer entre les mailles du filet n'est pas une stratégie. La seule solution viable, c'est d'anticiper, de se préparer avant que l'orage n'éclate. Concrètement, ça se passe en 3 étapes. 1. Auditer. Il faut faire un diagnostic, être brutalement honnête et se demander où vraiment les décisions sont-elles prises. 2. Renforcer. Il faut bâtir une vraie gouvernance à l'étranger. Des vrais conseils d'administration, pas juste des signatures sur un papier.
Et 3. Repenser. La structure qui était parfaite pendant les 10 premières années est peut-être devenue le plus grand danger. Il faut parfois accepter de tout remettre à plat. Le message à retenir est simple. Si on attend de recevoir la lettre recommandée du fisc pour commencer à s'inquiéter, c'est déjà trop tard. C'est comme essayer de construire un abri anti-tornade quand le vent commence déjà à souffler. La seule protection qui vaille, c'est celle qu'on prépare bien en amont. Finalement, on pourrait résumer tout ça en une seule phrase, qui est d'ailleurs la conclusion de notre source. L'attentisme est la stratégie la plus risquée. Dans ce nouveau paysage fiscal post-10 ans, espérer rester sous le radar n'est tout simplement plus une option. La seule et unique sécurité, c'est d'avoir une structure qui a été pensée, qui est solide et qui est prête à subir un examen approfondi.